Tov, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Merci à nouveau de m'accueillir. Donc ce soir, on va aborder un sujet qui intéresse, je pense, tous les parents du monde. Comment poser des cadres et des limites à nos enfants. C'est bien ça le sujet, c'est pour ça que vous êtes venus. Super. Bon, il n'y a pas d'erreur. Alors, évidemment, comme tous les sujets qui ont trait à l'univers de l'éducation, je vais quand même essayer d'aller avec vous, si ça ne vous dérange pas, explorer nos textes et voir est-ce qu'ils ont des choses à nous dire par rapport à le monde des limites, le monde des cadres par rapport à l'enfant. Alors, en premier lieu, rappelons-nous que la référence qui est la nôtre, autour de laquelle nous sommes censés en tout cas organiser notre vie, s'appelle Torah. D'accord? C'est son terme, c'est le terme Torah. Torah qui est la notion de Hora'a, qui est un enseignement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué dans le Talmud que lorsqu'un enfant sait parler, on lui apprend la phrase suivante, Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. Ce qui veut dire la Torah nous a été donnée, ordonnée littéralement par Moshe, par Moïse, morasha, un héritage keilat Yaakov pour la maison de Yaakov. Alors c'est vrai que c'est plus sympa de lui apprendre ça qu'au clair de la lune, mon ami Pierrot et autres joyeusetés du même genre. Si de toute façon des gens doivent lui apprendre quelque chose, autant lui apprendre quelque chose qui a du sens. Parmi pense que très tôt, un enfant peut entendre des paroles sensées, d'accord? La tuture, le lolo, tout ça c'est pas mal, mais quand il commence à s'exprimer, on a le droit de lui parler aussi avec un langage, un langage en tout cas qu'un adulte comprendrait aussi, d'accord? Intéressant. Intéressant de voir que dès le moment où l'enfant peut commencer à prononcer des mots, on va lui dire Torah Tziva, on lui apprend qu'il y a une Torah qui a été ordonnée, Moracha, qui est un héritage. Bon, très bien. On va voir par ailleurs dans le texte de la Torah, lorsque Dieu se tourne vers Abraham et lui dit qu'il va contracter une alliance avec lui, alors il va dire entre autres, et c'est ce que le verset exprime, Ki yodarativ, le man asher yotzave et banav et bene beto acharav v'shamru derech Hashem lasot tzedek u'mishpat, ce qui veut dire Ki yodarativ, car je le connais, le man afin que asher yotzave, qu'il ordonne, et banav et bene beto acharav, ses enfants et ceux de sa maison après lui, v'shamru derech Hashem, ils garderont le chemin de Dieu. Intéressant de voir que la Torah nous parle d'une notion de tzivui, d'une notion d'ordre, la notion de donner un ordre. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, surtout qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal à l'intérieur de ce texte. En tout état de cause, on nous dit, les premiers mots que l'enfant doit commencer à prononcer, c'est cette notion de tzivui, Torah tziva. La Torah a été ordonnée, tzivui, l'ordre. Et à propos d'Abraham, on nous dit, lui va être metzavé et banav. Il va donner un tzivouille, il va donner des ordres. Alors, c'est vrai que le terme, souvent, ne nous plaît pas trop. Parce que qui dit ordre, dit rapport de soumission, et plus encore dans notre univers, je fais ce que je veux. Enfin, je pense que je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. L'idée de l'ordre n'est pas simple à entendre. L'ordre dans le sens d'organisation, oui, mais le tzivouille, si je vous donne un ordre, c'est que je suis dans un rapport de verticalité. D'accord? Parce que si je suis dans un rapport horizontal, je peux faire une demande. Voudrez-vous bien? Alors, la politesse nous a appris que même dans une relation verticale, d'accord, dans une relation hiérarchique, dans laquelle l'autre se doit d'écouter ce que je lui dis, il se fait de dire pourriez-vous, mais l'autre sait très bien qu'il ne va pas me dire non. Donc c'est juste voilà, des artifices de langage. Pouvez-vous avoir la gentillesse de bien vouloir m'amener ce dossier? Non. Ça ne la fait pas, quoi. Donc c'est juste des artifices de langage pour donner à l'illusion à l'autre qu'il a une forme de choix, ce qui est complètement faux, ce qui est d'une hypocrisie rare, mais ce n'est pas grave. Ça, on mettra de côté. Donc ça veut dire que le texte est en train de nous apprendre qu'il y a une notion de relation verticale entre le parent, l'enfant, et
la référence et nous-mêmes. Il y a un tzivouï, il y a un ordre. Intéressant de réfléchir, de se dire, mais au fond, pourquoi la Torah fait émerger le concept du tzivouï, de l'ordre, dans la relation à l'enfant? Il faut croire, entre autres, que cette dimension de tzivouï est quelque chose qui est structurant. Parce que s'il s'agissait de modalités de transmission, il y a plusieurs modalités de transmission possibles vis-à-vis de l'enfant. Et allez-y, les méthodes avec Freinet, Montessori, est-ce que vous voulez? Il y a plein de manières de faire acquérir un savoir et une connaissance à l'enfant. En tout état de cause, ce n'est pas trop dans l'univers du tzivouï, de l'ordre. C'est plus du partage, c'est un modèle de pédagogie. Alors là, on nous dit, il va être metsavé, il va ordonner. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à propos d'Abraham, le texte nous dit Veshamru derech Hashem, et ils garderont le chemin de Dieu. Intéressant de voir, et c'est une idée que j'ai très souvent développée parce qu'elle me plaît beaucoup. On nous dit tu vas être metsavé, tu vas ordonner, et il va garder. La notion de garder, c'est quoi? Être shomer, garder une chose. Alors, on va faire un petit détour par l'hébreu et par le mot shomer. Moi, j'adore. J'adore parce que l'hébreu est une langue géniale. C'est une langue divine. Les lettres sont l'ADN de l'univers. Et quand vous commencez à explorer, c'est absolument fabuleux. Shomer, racine trilitère, 3 lettres. Shin, Mem, Resh. Garder. D'accord? Allez, quel autre mot on peut faire avec ça? On peut faire le mot Roshem. Le mot Roshem. Que veut dire le mot Roshem? Roshem, c'est noter. C'est ce que vous faites, celles qui sont en train d'écrire. Lirshom, c'est noter. Roshimot, des notes. Vous faites aussi le mot Mem Resh Shin, qui veut dire morish, qui veut dire faire hériter. Intéressant de voir qu'on a 3 mots ici, mais qui ont un point commun qui est évident si on y réfléchit 15 secondes. Quel est le point commun qui existe entre la notion de garder, de noter et d'hériter? C'est la notion de valeur. Je garde une chose qui a de la valeur, je note une chose qui est importante, ne serait-ce que les courses, et morish, je fais hériter aussi une chose qui représente une valeur, même si intrinsèquement parlant, elle n'en l'a pas, mais parfois elle en a au niveau sentimental ou autre. C'est-à-dire que le concept de Shmira, qu'on dit qu'on est shomer Shabbat, qu'on est shomer, d'accord? Être shomer, ça veut dire je fais attention à une chose parce qu'en amont de cela, cette chose a de l'importance. Si je suis shomer, ce n'est pas parce que je suis dans une relation de domination, de soumission à quelqu'un qui m'oblige, je suis shomer parce que je suis celui qui sait donner de la valeur et de l'importance à la chose. J'en connais l'importance. Je garde cette chose parce qu'elle est importante. Je veux que nos enfants en héritent parce qu'elle est importante, elle a une valeur. Donc, on va arriver au sujet. On est déjà dedans. Mais vous savez, dans le monde de l'éducation, il y a qui adorent faire des livres de recettes. Ce n'est pas du tout mon truc. Je pense que même si à un moment on rentre dans de l'ultra concret, ce qui est important, c'est d'élaborer une réflexion par rapport aux choses et de ne pas juste là en train de chercher des trucs et des systèmes, parce qu'au fond, d'abord, ce n'est pas rigolo du tout, et ça serait faire injure à notre intelligence. Donc, tzivouï, ordre, donc a priori rapport vertical, rapport de domination, je suis au-dessus, tu es en dessous, donc tu m'écoutes, et en même temps, il va être shomer, il va garder, c'est-à-dire qu'ils vont réussir, en français on dirait, à s'approprier les choses parce qu'ils en prendront conscience de leur importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion du tzivouï, de l'ordre, c'est-à-dire du rapport d'autorité, dont une des expressions va se retrouver à l'intérieur, évidemment, de l'univers des limites, puisque l'univers des limites, c'est une des expressions du rapport d'autorité que l'on a avec l'enfant, d'accord? Ce rapport d'autorité n'est sans doute pas celui que l'on peut croire, puisqu'il aboutit au fait qu'il est capable d'être shomer, d'accord? De la même manière, Moracha, qui est la Yaakov, Morish, Siva Moshe, Moracha, je la fais hériter, c'est un héritage.
C'est-à-dire que c'est un héritage, mais moi aussi, je la fais hériter. Ça veut dire qu'elle est suffisamment importante pour moi pour que j'ai envie de la faire hériter. C'est-à-dire que je pense déjà à ceux à qui mes propres enfants vont devoir transmettre. Ce qui a marqué d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, ce qui a marqué dans la Sidra de Beau, qui est narrative, le man, c'est pas ce passage où il y a marqué, le man te saper osne bincha ou ben bincha. Là-bas dans Bo el Paro, au début de Bo, il y a marqué, car afin que tu racontes à l'oreille de ton enfant et de ton petit enfant. Question basique, si je raconte à mon propre enfant lui-même racontera à qui si je dois raconter moi aussi à mon petit enfant. En vérité, c'est au moment où je raconte à mon enfant, je dois être conscient que je vais raconter déjà à mon petit enfant. C'est-à-dire que si mon propre enfant ne s'approprie pas la chose, s'il ne prend pas conscience de sa valeur, si pour lui ça ne représente pas quelque chose de fort et d'important, la transmission à mon petit enfant n'existera pas. Donc c'est avec cette idée dans la tête que je commence à transmettre. D'accord ? C'est en sachant que derrière ce que je lui dis, c'est déjà l'enjeu de la transmission future. Son vécu de ma propre transmission conditionnera pour beaucoup la transmission par la suite. C'est pour ça que bon nombre de personnes ont arrêté de transmettre, parce que quand pour elles, l'univers de la transmission, c'était des tapes sur les doigts et des cris et que sais-je, évidemment, le lien que vous avez avec la chose transmise qui est lié à des moments de traumatisme ne peut pas aboutir à un désir de transmettre. Lorsque vous ouvrez le livre et que ce livre vous ramène à des souvenirs cuisants, de sanctions, de que sais-je, eh bien ce livre-là, vous le rangez bien au fond d'un placard parce qu'il fait remonter en vous des souvenirs difficiles. D'accord ? Ça, c'est fondamental. En tant que parent, il ne faut pas oublier qu'on est déjà en train de transmettre à nos petits-enfants. La manière dont on leur transmet. C'est-à-dire que le rapport qu'ils auront à la chose, pas le savoir. Ça, on a toujours le temps de l'avoir. Le rapport que tu as à la chose va être un élément déterminant pour que par la suite, il ait ce désir de la transmission. Shomer, Rochem, Morish. D'accord ? Donc, l'idée première sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est ce que j'appellerais le monde du tzivouï, le monde de l'ordre, qui n'empêche pas l'enfant de s'approprier la chose, de l'accepter, de l'intégrer. Comment est-ce qu'on va faire coexister le monde du tzivouï, le monde de l'ordre, avec l'univers de la transmission? Alors, pour cela, on va de nouveau aller, si vous le voulez bien, explorer. Si vous le voulez bien, d'ailleurs, c'est aussi une expression basique, puisque même si vous ne voulez pas, je vais le faire. On va aller explorer ensemble le terme de tzivouï, le thème de l'ordre. Et le concept de tzivouï d'ordre, il s'exprime dans la chose que l'on ordonne, c'est-à-dire la mitzvah, d'accord ? Avec le metzavé, le metzouvé, celui qui ordonne, celui qui est ordonné. Mitzvah, d'accord ? La notion de mitzvah, c'est quoi ? La mitzvah, c'est un mot à 4 lettres. La mitzvah, c'est ce qui est censé créer le lien entre nous et Dieu. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah, c'est les 2 dernières lettres du nom de Dieu, Vav et He. Et même Etzadé, à travers le concept du Atbash, c'est le Yud et le He. C'est quoi le Atbash ? C'est quand vous remplacez la première lettre par la dernière lettre de l'alphabet, la seconde par l'avant-dernière, la troisième par l'avant-avant-dernière. Et donc, vous vous amusez à faire des permutations dans un mot dans lequel, par exemple, la première lettre, ça serait un Aleph. Quand vous allez le réécrire avec ce concept, le mot commencera par la lettre Tav. Ce qui fait que quand vous étudiez un peu la Kabbale, vous allez voir parfois des mots qui sont absolument incompréhensibles, mais qui sont en vérité rédigés sous le concept du Atbash. Pourquoi, c'est un autre sujet, je serai incapable de vous l'expliquer d'ailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que la correspondance de la lettre même, c'est la lettre Yud. La correspondance de la lettre Tzadé, c'est He. Et les 2 dernières lettres, c'est le Vav et le He. Le terme de mitzvah, c'est le Yud, le He, le Vav et le He, c'est le nom de Dieu. Or, mitzvah vient de la racine tzavta, qui veut dire aller de concert, c'est-à-dire aller avec. La mitzvah, c'est le lieu de rencontre entre l'humain et Dieu. Ça veut dire quoi ? Que la finalité du tzivouï, c'est de créer le lien. Donc, paradoxe, à nouveau, qui n'en est pas, et on va le voir tout de suite pourquoi, entre l'univers de l'ordre, qui permet dans un second temps à l'enfant de s'approprier les choses,
Donc, c'est-à-dire que l'ordre s'est passé d'une certaine manière. Et en même temps, l'idée du tzivouï, c'est de créer le lien. C'est de créer le lien. C'est-à-dire que Dieu désire qu'à travers l'acte de la mitzvah, nous soyons en lien avec lui. Qu'il y ait un lien et une relation de proximité. Dites-moi, je vais vous poser une question. J'ai déjà fait la bracha avant. Je vais vous poser une question. Avec qui vous vous sentez en lien? Et pourquoi vous vous sentez en lien? Et qu'est-ce qui peut défaire un lien? On se sent en lien avec quelqu'un avec qui il y a des choses sympathiques et positives qui se passent. D'accord? Plus la personne qui est en face de vous est dans le désir de vous donner, plus vous vous sentez proche d'elle, ce qui est normal. Le désir que l'autre a de nous donner renforce le lien que nous avons avec cette personne. Si on se rend compte que l'autre n'a pas ce désir de nous donner, mais qu'il nous donne, il y a un lien, mais moins fort. Si on voit que derrière le désir de donner que l'autre a, il y a une stratégie de manipulation, là par contre, moyen. Et si l'autre ne nous donne pas, c'est une fréquentation sans plus. Le lien est là lorsque l'on ressent le désir que l'autre a de nous donner. De nous donner, c'est-à-dire les moyens de nous sentir bien. Parce qu'ici, le don est un terme symbole qui n'est pas nécessairement je te donne un bijou, je te donne un sandwich, je te donne quelque chose. Non, je t'apporte quelque chose qui va être source d'épanouissement. Je t'apporte une présence, je t'apporte une écoute, je t'apporte un sourire, je t'apporte plein de choses qu'on peut donner qui ne coûtent pas cher du tout, d'accord, qui sont même totalement gratuites et qui souvent ont beaucoup plus d'impact que des choses qui ont beaucoup plus d'argent. Il faut réfléchir. Quand vous les donnez à quelqu'un, dites bon, d'abord, qu'est-ce que je peux avoir gratuitement? Et il y a des milliards de choses que vous pouvez donner à l'autre, et je vous assure, ça a beaucoup plus d'impact souvent que des choses qui valent beaucoup plus cher. Donc, le lien, le tzivouï, donc c'est le lieu du lien. D'accord? Comme on a vu, Tzavta, je ne vais pas trop vite. Tzavta, c'est aller de concert, aller être avec. La mitzvah, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Même Tzadek Yudé Vavé, vous avez vu comment le mot le véhicule. D'accord? C'est des concepts qu'on trouve un peu dans la Kabbalah, ça. Et donc, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de lien. Ça veut dire que le concept du tzivouï, de l'ordre, c'est le lieu du lien. Maintenant, comment je fais pour construire un lien à travers un principe d'ordre, si tant est que j'ai l'impression que celui-ci n'est pas quelque chose dont j'ai envie? Comment je fais? On a vu que le lien, c'est quand je ressens que l'autre a le désir de me donner quelque chose qui va être bon, épanouissant et source de bien-être pour moi. Alors, ici, on rentre dans une notion qui va être fondamentale. Cette notion est développée, entre autres, dans le monde de la chassidoute, et la psy, par la suite, va le découvrir, bien sûr, comme souvent ça se passe. L'idée, c'est la suivante. Vous savez qu'en tant que parent, comme dirait l'autre, on rate, et puis après, on rate moins. D'accord? On a tous eu un moment, en tant que parent, on va tous avoir un jour des comportements dysfonctionnels vis-à-vis de l'enfant. Dysfonctionnels. Je ne parle pas du comportement dysfonctionnel, on lui jette une bouteille sur la tête, on lui hurle dessus comme si c'était n'importe quoi. Dysfonctionnel. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, malgré ce comportement dysfonctionnel, va pouvoir se retrouver dans un rapport de proximité avec nous? Une condition, c'est que ces comportements soient le fruit d'un choix, mais qui n'est pas le bon. Traduction, je suis persuadé que c'est bien pour l'enfant que je lui donne 2 litres de coca tous les soirs avant de dormir. Il va me remercier dans quelques années quand il aura un problème de surpoids. Mais je suis persuadé que c'est bon. J'ai bien réfléchi et je pense que c'est bon. Ça va lui faire du mal. Mais quelque part, il ne verra pas à travers cet acte, qui somme toute était négatif, quelque chose de négatif, parce que c'est un désir du bien, mais qui a été mal analysé. Il faut savoir, et ça c'est un principe fondateur, que nos dysfonctionnements, qui sont le fruit d'un choix éducatif qui ne s'est pas basé sur un désir de facilité, même si l'enfant à un moment peut nous en vouloir et peut être content, la relation restera. Parce qu'au fond de lui,
il sait que c'était une forme de conviction que nous avons construite et non pas une solution toute prête que nous avons appliquée. En tant que parents, on a tous fait des erreurs. Mais parfois, on était persuadé que c'était bien pour l'enfant. Viens, mais viens, laisse-le, laisse-le. Pas laisse-le, parce que c'est plus simple. Non, comme ça, c'est vraiment, pour se repasser, se croquer soi-même. D'accord. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans la vie, au fond, l'être humain est ainsi fait. C'est que lorsque ce qu'il vit à l'instant T n'est pas agréable, mais qu'il sait, le savoir intime, que derrière ce que l'on lui dit, c'est quelque chose dont on pense qu'il est vraiment bon pour lui, c'est quelque chose qui se reçoit. Et c'est là on arrive au cœur, au fond, de notre sujet. Le monde des limites, le monde des cadres, le monde de l'ordre et du tzivouï, pourquoi nous désirons le mettre en place? Est-ce que nous le mettons en place parce que c'est quelque chose qui va servir nos propres désirs ou parce que nous pensons que c'est important par rapport à l'enfant et que nous en faisons le choix de nous infliger à nous-mêmes tout ce que génère ce monde des limites parce que nous savons que c'est structurant par rapport à lui. Le point de départ, c'est de savoir d'abord ce qu'on a dans la tête. Et le meilleur test, c'est de savoir si nous sommes constants dans nos cadres ou s'il n'existe que dans la mesure où il nous intéresse à l'instant T. Traduction, est-ce que tu es prêt à renoncer à des soirées complètement délirantes parce que tu sais qu'il est important que tes enfants aillent au lit plus ou moins à l'heure et qu'il n'y a personne pour les mettre au lit et c'est pas grave, tu arriveras après, ou tu dis c'est pas grave, on est en vacances. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une constante absolue, mais c'est très intéressant de voir que l'univers des cadres est souvent lié à nos besoins. Et si c'est ça, c'est insupportable. Parce que l'enfant voit qu'on lui impose quelque chose, non pas pour lui, mais pour nous. Or, qu'on le veuille ou pas, comme on l'a vu, si je t'impose, mais que ça me dérange, et c'est vrai que ça me dérange, j'aimerais faire ce que je veux, mais que chez toi, le parent, ce qui se passe dans ta tête, c'est un désir de construction de l'enfant, l'impact ne sera plus du tout le même. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est un buvard. Un enfant, il perçoit parfaitement ce qui se passe dans notre tête, je peux vous le garantir. Ils ont juste, souvent, l'élégance de ne pas le dire. Ils ont l'élégance de ne pas le dire. Moi, je me rappelle, un jour, avec un de nos garçons, à 18 ans, je lui ai dit, tu te rappelles, quand une fois, je me suis super énervé, j'ai raconté une fois où je m'étais bien énervé. Il dit, oh ouais. Je lui ai dit, j'ai bien réfléchi, tu sais. Et je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais peur de la réaction de maman. Genre, elle m'a demandé de les mettre au lit et il ne voulait pas se mettre au lit et j'avais peur. C'est ce qui est ridicule. C'est à moi de faire un travail sur elle, pourquoi j'aurais peur? Et même si elle me dit, mais je t'ai demandé de les mettre au lit, pourquoi elle pas mieux, c'est le point de départ d'une conversation. Donc, pour des raisons qui m'appartenaient, sur lesquelles je dois travailler, c'est passé déjà. Là, j'étais là et j'avais peur. S'il n'est pas au lit, elle risque d'être pas contente. Et, bon, et alors, puis, elle a le droit de ne pas être contente, c'est pas grave. Le caraclou, il ne s'est rien passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, dans mon intérêt personnel, il fallait absolument qu'il aille dormir. Donc, quand je lui rentre dedans, ce n'est pas parce que c'est important pour lui, c'est parce que moi, j'ai besoin pour moi qu'il fasse quelque chose parce que j'ai mes peurs totalement bêtes et irraisonnées. Mais travaille sur tes peurs, mon père. Ou travaille sur ta relation. Enfin, je ne sais pas, fais quelque chose. Tu vas faire dans cette histoire. Et quand je lui ai dit ça, il m'a souri, il m'a dit, ah, ça fait plaisir d'entendre. Mais bien sûr qu'il avait chopé. Mais bien sûr qu'il avait compris. Il avait compris, pourquoi il s'énerve comme ça. Sans doute, il a peur, là. C'est ridicule. Il est là, il dit, mais ça va, tout va bien, quoi. Bienvenue dans un couple normal, quoi, où c'est pas le beau fixe tous les jours, sinon ça serait pas rigolo. Et ça, l'enfant, il le sait. L'enfant, il le ressent. Ça veut dire qu'avant de rentrer, on va rentrer dans de l'ultra concret.
Avant de rentrer dans le monde des cadres et des limites, il est important nous-mêmes de nous interroger et de nous dire, mais au fond, pourquoi je veux lui mettre des cadres et des limites? Au bénéfice de qui? Et c'est là où on va rentrer maintenant dans notre réflexion sur pourquoi, au fond, il est nécessaire qu'un enfant ait des cadres et des limites. Je vais tout d'abord reprendre une image que m'a donné un de mes maîtres et que je trouve très jolie et évidemment totalement vraie. L'image est la suivante. Il m'a dit, je ne sais pas si tu as remarqué que les bébés, souvent, quand ils dorment dans des lits à barreaux, d'accord? Alors souvent, vous savez, ils vendent, là aujourd'hui, c'est un nouveau business, enfin ça fait des années qu'ils vendent ça, les tours de lit, pour pas que le pauvre petit chou, il se fasse mal à la tête. Pourquoi? Parce que souvent, le pauvre petit chou, il se balade dans le lit, il est là en train de gémir, de râler, bon, il se cherche, là, les intestins se mettent en place, hein, c'est pas si simple, hein, le début de la vie d'un bébé, il faut que tout s'organise, et souvent, quand vous allez le retrouver endormi, il sera totalement contre la paroi. Il est contre la paroi. Alors, les psychanalystes vous diront peut-être que c'est la recherche symbolique du contact avec la paroi utérine. C'est possible, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau symbole Torah, c'est que quand un enfant trouve une limite, ça le calme. La limite rassure. Et ça va être le premier point. Le premier point, au fond, c'est que le cadre est quelque chose qui n'est pas juste nécessaire parce que sinon il va faire des bêtises, ou sinon il ne va pas dormir, ou sinon ceci, cela. Il a une valeur en tant que tel. C'est quelque chose de structurant et de rassurant pour l'enfant. Pourquoi? Le propre de l'enfant, c'est de ne pas avoir conscience de la notion de limite, et c'est la raison pour laquelle, sans doute au début, il vit l'expérience de la limite à travers sa relation de dépendance par rapport aux parents. C'est-à-dire que très tôt, l'enfant va réaliser que sans ses parents, il ne peut rien faire. Vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il s'affranchit de la nécessité parentale, il veut aller plus loin. Il veut aller plus loin, il veut monter, il veut explorer, il veut voir. Et c'est génial, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui permettra d'aller jusqu'au bout de ses rêves, comme disait l'autre, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. On ose espérer qu'il ne sera pas dans un mouvement circulaire, mais dans un mouvement linéaire. Le mouvement circulaire, c'est l'illusion du mouvement, mais c'est un mouvement que l'on opère dans ces zones de confort. Le mouvement linéaire, c'est le mouvement qui nous permet sans arrêt de nous arracher de nos zones de confort et d'aller plus loin. Tu connais la Gemara, tu vas connaître le Chumash. Tu connais le Chumash, tu fais ceci, hop, d'accord. Souvent, on est dans des mouvements, mais en vérité, ils sont circulaires, d'accord. Donc, cette notion-là, quand je vous parle de tout ça, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui sera à mes côtés, il me tirerait les oreilles, il me dirait, mais Élie, tu es en train de faire 20 conférences dans une, d'accord? C'est pas grave, chaque sujet est un sujet à développer en tant que tel, mais pourquoi? Parce que chaque fois que je pense, je réalise tout ce qui peut se dire derrière. Mais juste pour avoir les idées. Donc, cette notion-là, elle est fondamentale. Elle est capitale. On est d'accord. Mais le problème, c'est que l'enfant n'a pas conscience du danger. Et donc, pour lui, le mouvement permanent vers l'inconnu, qui est un lieu, il y a un univers à découvrir, est quelque chose de normal. Donc, la question, elle est la suivante. La limite, elle est structurante. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Mais en même temps, elle est là face au désir de mouvement perpétuel. Or, ce mouvement perpétuel, il ne faut surtout pas le casser. Parce que si on le casse, l'enfant, il va rester dans son système, il ne va pas exprimer la totalité de lui. L'idée va être quoi, donc? Et ça va commencer très tôt. C'est d'abord de travailler sur la première chose que l'enfant explore, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un enfant il peut faire? Un bébé. Un bébé, que peut-il faire? C'est quoi son pouvoir? Il n'en a aucun. Si
un énorme pouvoir de nuisance. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 5 heures du matin, 4 heures de l'après-midi, 10 minutes avant la choupa, ce que vous voulez. D'accord. Rappelez-vous toujours que quand vous levez à 3 heures du matin, comme on l'a tous fait, c'est pas possible, le bébé pleure encore. Que dans la phrase le bébé pleure encore, il y a 2 mots. Il y a le mot pleure et il y a le mot bébé. Focalisez-vous sur le mot bébé. Parce que si un bébé qui pleure, ça veut dire qu'il y a un bébé. Donc, d'accord. Rappelez-vous toujours ça. On l'a passé comme tout le monde. Il regarde à 3 heures du matin. Donc, c'est génial, même si c'est fatigant. Donc, la première chose, c'est quoi son seul pouvoir? Pouvoir de nuisance. On va relativiser. Il ne cherche pas à nuire. Il réalise très, très tôt qu'il a une capacité énorme à faire accourir 2 adultes chez lui. Et plus encore, je n'ai même pas besoin de leur expliquer ce dont j'ai besoin. Ils vont essayer de découvrir tout seuls comme des grands. Et parfois, ils vont même être en marque-loquette, en discussion. Mais je te dis qu'il a faim, mais non, il a déjà mangé, mais il a mal au ventre, mais pas du tout, j'ai le ventre est souple, mais il a de la fièvre, donne-lui le bain. D'accord? Vous connaissez ce genre de discussion à 4 heures du matin. D'accord? Donc, super. Donc, lui, en vérité, il découvre qu'il a un pouvoir. D'accord? Et maintenant, on va rentrer dans l'univers dans lequel on va lui apprendre qu'il a un pouvoir, mais qu'il y a malgré tout des limites. Et ça va être très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on lui fait découvrir quelque chose de totalement nouveau. On lui fait découvrir quelque chose de totalement nouveau qu'il ne connaissait pas. Et évidemment, nous, pourquoi est-ce qu'on le fait? Quand il a 1 an et demi ou 1 an, et que quand il crie, on lui dit, on sait que tu as envie qu'on vienne, mais on va venir tout à l'heure, pas tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Option 1, on a encore envie de se retourner sur l'oreiller. Option 2, il a besoin d'apprendre très tôt à accepter de gérer que la réalité ne sera pas toujours ce qu'elle veut, traduit en bon français, à gérer ses frustrations. Il va bien falloir qu'il commence à un moment. Or là, il est totalement, entre guillemets, même si le mot est un peu pédant, frustré. Pas dans le sens premier, pas dans le sens du dictionnaire. Au niveau de la dictionnaire, ce n'est pas exactement ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça l'embête. Pourquoi? Parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et donc maintenant, il va devoir accepter que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Et ça, est-ce que vous pensez que c'est important qu'on l'ait dans la tête, ce modèle de fonctionnement? Mais évidemment. Évidemment. En tant qu'adulte, nous savons pertinemment que pour être heureux, il faut savoir gérer tout ce que l'on n'a pas et le vivre bien. Or, cette dimension-là, plus tôt vous allez l'inscrire, plus tôt vous l'avez l'inscrire, plus tôt vous allez réussir à faire en telle sorte que ça existe chez l'enfant. Vous êtes d'accord? Donc, à partir de là, premier point, si dans ma tête, je fais ça parce que je sais que c'est important pour l'enfant, c'est-à-dire que dans l'absolu, je pourrais choisir la solution de facilité de le prendre tout de suite dans mes bras. D'accord? Mais au fond, je ne lui rends pas service. Pourquoi? Parce que cette notion que je veux, j'ai, eh bien, elle va pas être, elle va s'installer, elle est déjà là. Elle risque de s'installer de plus en plus. Donc, à partir de cela, évidemment, l'enjeu, ça va être quoi? L'enjeu, ça va être de se dire, quand je commence déjà maintenant à poser des cadres, c'est parce que je sais qu'au fond, j'installe chez l'enfant quelque chose qui va être important pour lui. Et c'est ce que j'ai dans la tête qui est super important, sachez-le. Ce qu'on a dans la tête à ce moment-là, c'est fondamental. Parce que l'enfant va bien vivre le monde des cadres et des limites, même s'il va faire son job d'enfant comme ce bébé, c'est-à-dire il va râler, d'accord? C'est normal, il fait son job, il est là. Et lui, il essaye quand même de dire, j'ai un désir, je veux qu'il se réalise. D'accord? Donc lui, vas-y, vraiment comme si gentil me fixer des cadres et des limites, comme ça quand je serai adulte, je ne ferai jamais frustration et je ne serai pas dans l'angoisse chaque fois que j'aurai quelque chose que je ne veux pas. Non. Si vous dites ça,
appelez-moi parce que enfin non, ne m'appelez pas parce qu'à mon avis, c'est dans votre rêve que vous verrez. D'accord? Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. D'accord? Donc ça n'existe pas. Un jour, il vous le dira, d'une certaine manière. Merci de m'avoir permis de savoir avancer dans la vie sans être sans arrêt en train de regarder ce que je n'ai pas. Un jour, il vous le dira, de cette manière ou d'une autre. Parce que c'est clairement une vie quand même légèrement plus tranquille. Maintenant, à cet âge-là, il va faire son job, il va obtenir. Mais nous, dans notre tête, on le fait. Et là, deuxième chose. Quand un enfant avance dans le monde, on est bien d'accord qu'il est totalement dépendant. De qui il est dépendant? De deux adultes qui s'appellent maman et papa, papa et maman. On est d'accord? Il est totalement dépendant. Nous allons devenir donc les personnes les plus importantes du monde par rapport à lui. Nous allons devenir sa référence, en qui il va avoir officiellement totalement confiance. Et vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas si je l'abordais dans le dernier cours, que la mère se dit M, et M, c'est à la racine du mot Emouna qui veut dire confiance. Et donc, un enfant va avoir besoin d'avoir confiance dans ses parents, confiance dans sa mère, qui elle-même faisant confiance au père parce que lui fait ce qu'il faut pour qu'elle mérite sa confiance, et bien là, vous êtes dans un univers tranquille. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Ma mère, je lui fais confiance parce qu'elle est là, elle ne me lâche pas. Et je fais confiance à qui elle fait confiance. Et à qui elle fait confiance? À mon père. Mais pourquoi il fait confiance? Parce qu'il mérite sa confiance. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il faut pour justement mériter sa confiance. Une fois qu'on a construit le truc comme ça, c'est beaucoup plus dramatique. D'accord? Concrètement. Donc l'enfant, il est là. Et dites-moi, je vais vous poser la question suivante. Essayons d'imaginer que demain, j'ai envie de m'acheter une maison en Bretagne. J'ai envie de m'acheter. Bon. Je vais là-bas et j'aime bien le bord de mer et là, les vagues, le vent, les mouettes. J'aime bien tout ça. D'accord? Je vois une maison. Quelle va être, a priori, une des premières choses que je vais vérifier si j'achète une maison en Bretagne? C'est quoi? C'est sa solidité. Parce que les vents qui soufflent là-bas soufflent fort, et donc il faut être sûr qu'elle est solide. D'accord? Donc je vais soit demander, soit tester la solidité. C'est comme si demain, quelqu'un gagne 500 millions d'euros, et que comme il va avoir plein de montiments tourner autour, il va demander d'avoir des gardes du corps. La première chose qu'il va voir, c'est si les gardes du corps savent garder. Si on leur donne un coup de poing, s'ils tiennent ou s'ils s'écroulent. Si chaque fois qu'il leur donne un coup de poing, ils s'écroulent par terre, il les met de côté, il dit « je ne peux pas ». Voire même, c'est très angoissant. L'enfant, quand on lui met des limites, il va de son côté tester. Tester quoi? Qu'il en fasse. Et s'il voit que le test échoue, c'est très angoissant. D'un côté, c'est très sympa parce que chaque fois que je dis je veux, j'ai envie et non, je ne veux pas dormir, nanani, et qu'on lui met des cadres, il refuse des cadres et qu'on cède. D'un côté, c'est très intéressant, it's very exciting. Mais de l'autre côté, c'est très angoissant. Pourquoi? Parce que j'ai qui en face de moi? Imaginez que vous avez un patron. Et que votre patron, chaque fois que vous le poussez dans les cordes, il change d'avis. Vous vous sentez à l'aise dans la boîte? Non. On demande aux gens de ne pas être rigides, mais de tenir le cap, de tenir la direction. Or, concrètement, il ne faut pas oublier qu'ici, tout l'enjeu, justement, ça va être de savoir, d'un côté, mettre des cadres qui sont structurants, dans notre tête, de savoir faire en telle sorte que l'enfant ressente que la finalité du cadre, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui, et en même temps, comprendre que pour lui, le cadre que l'on pose, c'est un lieu de test pour savoir qui il a en face. Et que chaque fois qu'il gagnera, il poussera un peu plus loin pour voir s'il y a un moment, il y a quand même quelque part une forme d'adulte en face de lui. C'est ce père qui un jour me disait « Mon enfant, je ne comprends rien, mon fils est insupportable, il voulait des patins à roulettes, je lui ai donné,
Il voulait un roller, je lui ai donné. Il voulait une trottinette, je lui ai donné. Il voulait une trottinette électrique, je lui ai donné. Il voulait un vélo, je lui ai donné. Il voulait un vélo électrique, je lui ai donné. Jusqu'à quand? Je lui ai dit, c'est très simple, jusqu'au jour où vous avez le courage de lui dire non. Parce qu'il dit, bon, ben, d'abord, puisqu'il ne dit pas non, ben, je peux tenter autre chose. Mais au plus profond, lui-même, il attend quelque chose. C'est comment tu lui poses un cas, tu dis non. Il y a une limite. Non, c'est pas possible. Et là, il va tester. Mais si tu tiens, c'est super rassurant. Ça veut dire que j'ai un adulte sur lequel je peux me fier. Je veux dire, c'est une petite parenthèse, mais c'est super important, surtout si vous avez des filles. Aujourd'hui, pourquoi les filles, elles ont un tel problème avec les garçons? Parce qu'elles se sont rendues compte qu'au fond, un garçon, vous pouvez le faire valser comme vous voulez. Il suffit juste de lui faire la danse des 7 voiles, ouvrir 2 boutons en plus, faire en telle sorte que ça ne soit plus une jupe, c'est une ceinture. Et c'est les garçons, ils se baladent dans tous les sens. Les garçons, on peut les promener comme on veut. À 15, 16, 17 ans, elle se rend compte de son pouvoir de séduction. Il passe à travers quoi? À travers le corps, c'est tout. Pas la profondeur de sa pensée. Je peux vous le garantir, même si elle peut avoir en parler une pensée extrêmement profonde et puissante. Soit bien clair. It's very exciting. Ça va faire nini. Mais ça va qu'un truc comme ça que je vais me marie. C'est avec ça que je vais me marier. Quelle angoisse. C'est super angoissant. En 2 mots, je peux le ramener là où je veux, juste en lisant la danse des 7 voiles. Je suis un peu réducteur, hein. J'en conviens, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas simple. Parce qu'après, est-ce que je peux vraiment m'engager alors que je me rends compte que l'univers du masculin est un univers que je peux manipuler comme je veux? Donc, si je peux le manipuler, d'autres peuvent, sans entrer dans des trucs borderline. Hein. Ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant du tout. Et c'est la même chose pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, au fond, poser des limites, c'est d'abord, comme on l'a vu, être conscient de la nécessité des limites pour lui, qu'elles ne soient pas géométrie variable, fonction de nos propres intérêts, même si de temps à autre, on ouvre des limites, ce qui est normal, parce que sinon c'est de la rigidité. Et on ne doit pas être dans la rigidité. On doit être dans le cadre. Il y a un cadre de temps à autre, il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se referment. Et surtout, parce que l'enfant a besoin de se sentir rassuré par les adultes qui sont en face de lui. Et ces adultes, c'est qui? C'est nous les parents. Il a besoin de se sentir rassuré par cet adulte. Alors évidemment, la question, elle est de savoir comment on pose des limites, quelles sont les limites à poser et comment on fait à l'intérieur du couple, pardonnez-moi, pour élaborer ensemble des limites. Alors, qui dit limite dit tout simplement règle. Il y a des règles. Et le terme de règle est très important dans la famille. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu ou tu dois. Ce sont des règles. Il y a dans la vie des règles. Des règles. Et ces règles, on les a posées, on les a fixées. C'est pas je n'ai pas besoin que l'enfant m'obéisse. Je n'ai pas besoin qu'il m'obéisse. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin qu'il m'obéisse, ça veut dire que j'ai besoin qu'à travers son obéissance, il me fasse exister. Je n'ai pas besoin qu'il obéisse son enfant pour ça que j'existe. C'est comme un patron. Si tu as besoin que tes employés t'obéissent pour ça que tu es le patron, c'est que tu n'es pas le patron. Tu es le patron. Maintenant, il se trouve que dans la hiérarchie, c'est toi qui dis à un moment, il y a des règles, il faut les respecter. Parce qu'il faut bien que ça se passe comme ça à un moment. Mais si j'ai besoin qu'il m'obéisse pour pouvoir me faire exister, ça veut dire qu'au fond, je n'ai jamais commencé à exister. Vous voulez poser des règles dans un couple? Faites-vous exister d'abord dans le couple, l'un l'autre. Faites-vous exister. Ça veut dire, faites en telle sorte que l'enfant ne soit pas celui qui vous donnera l'impression d'exister en tant que tel. Traduction, en donnant à l'autre une place, en lui révélant l'importance qu'il a par rapport à vous, il n'aura pas besoin que l'enfant lui obéisse. Et l'enfant donc pourra être à l'écoute de sa parole, parce que si l'enfant réalise que j'ai besoin que tu m'obéisses à moi pour moi, il ne voit pas pourquoi. Règle tes problèmes. Règle tes problèmes. Souvent, les gens disent,
Ouais, mais mon mari, ma femme, truc, les enfants obéissent pas, obéissent pas. Pourtant, je lui dis, je leur crie, ben oui, ils se rendent compte que c'est pas pour eux, c'est pour toi. Et ça, on retrouve parfois un tout petit peu plus chez les femmes, mais pas nécessairement. Une femme qui est en position d'insécurité dans son couple, parce qu'elle ne sait pas si elle a vraiment de l'importance pour son mari, parce qu'elle en a peut-être beaucoup, mais juste il oblige de lui dire, quoi, de le lui exprimer. Mais si même les enfants ne m'obéissent plus, alors je suis quoi? Elle a besoin, donc ça hurle. Mais ça hurle pas parce qu'il faut qu'il mange sa soupe pour qu'il aille dormir. Le hurlement, c'est mais au moins par rapport à vous, j'existe. Je suis quelque chose. Dites-moi que je suis quelque chose, j'existe. C'est ça le cri. Le vrai cri, il est là. Mais l'enfant, il entend. Et l'enfant, si c'est ça, mais ce n'est pas son problème. Alors, parfois, par gentillesse pour maman, il va le faire. Ou papa, ça peut être la même chose. Une des bases qui permet justement de ne pas avoir besoin que l'enfant nous obéisse, c'est de se sentir profondément exister. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, malheureusement dans les couples, même si on est proche et on s'aime bien, on oublie trop souvent de prendre le temps de rassurer l'autre sur ce qu'il représente, sur sa valeur, sur sa place. Ce n'est pas qu'il n'en a pas dans notre tête, c'est qu'on oublie tout simplement que l'autre, il n'est pas dans ma tête. Et que l'autre, il a besoin d'actes signifiants, de mots et d'explications de texte pour être rassuré de manière récurrente et constante sur cela. Plus vous vous sentirez bien dans votre relation, moins vous aurez besoin que vos enfants vous écoutent, mieux vous saurez leur poser des cadres, parce que l'enjeu du cadre, ça ne sera pas vous, ça sera eux. Et c'est ça, ce point sur lequel je vous engage, je nous engage, je suis un peu grand déjà, à travailler. D'accord? Et attention, le couple peut bien aller, mais ce n'est pas pour autant que ce travail a été fait. Qu'on soit bien clair. Je ne veux pas que les gens disent « Ouais, t'as vu, tu ne me dis jamais que j'existe. » Non, non, non. Le couple va bien, vous aimez, vous êtes super, mais il y a parfois des choses, soit on l'ignore, soit on ne l'a jamais vu chez nos propres parents, soit on pense que ce n'est pas nécessaire, soit on pense que ça va, t'exagères. Souvent, quand on dit t'exagères, c'est parce qu'on en a tellement manqué, soit même quand on était enfant, qu'on a décidé que ce n'était pas important. On dit bah, arrête avec ces bêtises. Qu'est-ce qui t'a tellement manqué que tu n'as pas envie de réactiver? Parce que si tu le fais, c'est que tu te rends compte que ça t'a manqué. C'est-à-dire que peut-être tes parents n'ont pas fait les choses comme il faut, c'est possible. C'est possible. Tu t'en es tiré plus ou moins, mais c'est possible. C'est possible. Ouais. C'est où ils disent oh, ça va, vous exagérez. On peut parler un peu de ce qui s'est passé il y a quelques années ensemble, juste entre nous. Et souvent, ce n'est pas inintéressant. Si la personne a l'honnêteté et le courage de le faire, ce n'est pas simple. Je ferme cette parenthèse. Donc, à partir de là, l'enfant va percevoir. Et ce qui est sûr, c'est que l'enfant n'est pas d'accord avec la cadre et la règle. Mais c'est un monde de règles. Et la première chose qu'il faut savoir dans notre tête, c'est que lorsque l'enfant s'oppose aux règles, moi, je lui donne raison. Ben oui. Oui. C'est quand même beaucoup plus sympa de faire dans la vie ce qu'on veut. Jusqu'au moment où on en voit les conséquences. La preuve, regardez un jeune d'aujourd'hui, il a envie de faire ce qu'il veut. Enfin, ce n'est pas ce qu'il veut. Le il, c'est ce que ses désirs et ses pulsions et le groupe veut qu'il fasse. C'est pas la même chose. Mais bon, il pense que ça, c'est lui. C'est un deuxième problème. Quand tu te confonds avec tes désirs, c'est que tu n'as pas encore compris qu'il y a deux dimensions chez toi. Ça, c'est encore un autre sujet. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, moi, quand un enfant se dit, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que je lui dis? Tu me rassures. Pourquoi? Bon, Rechem, t'es normal. Bon, Rechem, t'es normal. Parce quand un enfant à 13, 14, 15 ans, un gamin avec ses hormones qui est là un peu embêté parce qu'il se rend compte que ça bouge dans tous les sens chez lui, ben, vous lui dites, Mazal Tov, t'es normal, tu te marieras, tu auras des enfants. Ça fonctionne. Vous connaissez, vous, beaucoup d'enfants qui disent, ah, maman, papa, je vais aller dormir ce soir à 19h30, comme ça, demain matin, je me réveillerai en pleine forme et je serai bien frais pour pouvoir être à l'écoute de ma leçon de maths qui me permettra par la suite de pouvoir, en effet, avancer dans la vie. Si vous faites le coup, reposez-vous des questions. D'accord? Nicolas Epampron, je ne l'ai jamais connu, moi non plus, mais je sais que ça existe à mon époque. C'est les enfants modèles, ça n'existe pas. Et s'il le fait, c'est qu'il se passe quelque chose dans la relation.
il est en train de protéger votre couple hein, s'il fait ça. Ça peut être que les enfants sages sont dans un couple qui dysfonctionne, mais quand c'est trop, moi je me dis, oulala, qui protège là? Il fait la zone tampon, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de désordre ici, parce qu'il y a d'autres choses dont il a pressenti qui ne vont pas. Je ferme la parenthèse. Donc, l'enfant qui ne veut pas, je suis d'accord avec lui. Et en tant que parent, je lui signifie le fait que je suis bien d'accord avec son refus de la règle. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Mais je sais que tu n'as pas envie de dormir. Mais je comprends que tu n'as pas envie de dormir. Ah, mais je sais que c'est très embêtant de prendre sa douche. Ah, mais je suis bien d'accord. Je t'ai dit que ça m'embêtait de prendre une douche. Ne dis pas que ce n'est pas embêtant, puisque j'ai dit que pour moi, ça m'embête. On est en train d'expliquer aux enfants que ce qu'il a décidé, c'est faux. Ça m'embête. Ben, si toi, ça ne t'embête pas, c'est ton problème. D'ailleurs, ils vont dire, ben, si toi, tu aimes bien, fais-le. Moi, je n'aime pas. Donc, s'il lui a décidé que ça lui posait problème, j'accepte. Comme l'enfant, il tombe, dit, aïe, j'ai mal. Je peux dire, arrête, t'as pas mal. Qu'est-ce que je dis, pauvre chéri? Comme vous faites dans votre couple, quoi. Votre conjoint rentre et dit, ah, je me sens pas bien. Mais pourquoi tu ne te sens pas bien? C'est ridicule. Il a dit qu'il ne se sent pas bien. Pauvre chéri. Après, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme par hasard, à ce moment-là, tu as bien moins besoin de faire des choses pour lui. C'est pas remarqué dans le oh, pauvre chéri, pauvre chéri, pauvre chéri. Pas le pauvre chéri des mamans angoissées. D'accord? Parce que là, il se demande, il dit, j'ai peut-être vraiment quelque chose. Là, il commence à dire, oh là, il se passe peut-être vraiment quelque chose. Ah! Quand vous êtes là, à ce moment-là, ah, mais c'est super, j'ai eu ma réponse. Tu fais attention à toi, tu fais attention à ma pauvre chérie, vraiment, là, super, j'ai eu ce que je voulais, salut tout le monde, je ne peux pas jouer. Mais ne joue pas, regarde. Non. Il avait parfaitement. Concrètement, ça, c'est un point fondamental. Quand vous posez une règle, rappelez-vous que c'est une règle. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que. Et pourquoi il faut qu'on aille dormir? Mais moi, je te dis, je peux dormir 7 heures et je me sens très bien. Vous avez commencé à lui faire un cours d'anatomie, lui expliquer le problème de machin, du sommeil, les répercussions, le cerveau, le monde. Vous n'avez pas remarqué, le gamin, parfois, il va se coucher à minuit, se lever à 6 heures, c'est le tambour de la trompette. Il dit, mais tu vois bien que moi, j'ai aucun problème. Tu vas commencer à lui faire le cours. Même le cours, tu ne le connais pas. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Mais ce n'est pas grave si j'ai des caries. C'est possible, mais on ne mange pas de bon point de soi. Allez, c'est pas grave. Si tu as décidé que c'était là. Mais c'est moi qui aurais mal, c'est mon problème. Et de toute façon, vous êtes remboursé, vous avez la carte vitale. Vas-y, amène l'argument, tu vas voir qu'il en a chacun. Ils en ont, hein. C'est moi qui aurais mal, de toute façon, à des dentistes, et sinon, qui donnerait Parnasse à ton beau-frère, etc. Donc, d'accord. Ça peut aller très loin. Donc, si vous commencez dans des explications de texte, la plupart du temps, on est fichu. Quand ils vont grandir, on va donner des indications. Mais quand ils sont petits, comme ça, c'est la règle. Parce que l'idée que dans la vie, il y a des règles, c'est ça, la vie d'un être humain, et plus encore la vie d'un juif. Il y a un cadre, il y a des règles. Et les mitzvot dont on a vu tout à l'heure, elles sont contraignantes, peut-être. Mais qu'est-ce qu'elles sont positives et bonnes pour nous? Parce que ce n'est pas juste après 120 ans, c'est parce qu'elles construisent dans notre vie une relation autre à l'univers. Ce n'est pas juste du rituel, il se passe autre chose derrière. Et plus on pressent et on ressent en quoi les mitzvot de la Torah sont bonnes pour l'humain en tant que tel, mieux on y arrive et plus facile c'est. Et c'est là où, en effet, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Je reviens, c'est pour ça que nous aussi, on est soumis à des règles. Mais on n'a aucun problème avec des règles. Pourquoi? Parce qu'on sait que celui qui nous les donne, ce n'est pas pour lui. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que je mette les téfilines. Pour lui, il n'a pas besoin. Dit la Gemara, vous croyez que ça change pour lui qu'on ait fait la shrita de l'animal par le cou ou par la nuque? Rien. Ce n'est pas pour lui qu'on le fait. C'est pour nous. Et au-delà de ça, on interagit dans les univers, il se passe beaucoup d'autres choses. Et en plus de ça, dans le monde à venir, il y aura d'autres choses qui vont s'ouvrir pour nous. L'idée, c'est de découvrir en quoi cet univers-là est un univers qui nous construit profondément intérieurement et générateur de bien-être et de sérénité qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Maintenant, ça va être la même chose pour le monde des règles des enfants. Un enfant dans un monde dans lequel il y a des règles se sent, en sécurité. Il voit que ses parents sont intéressés par lui. La preuve, c'est que les solutions de facilité, ils auraient pu les choisir, ils ne les ont pas choisies.
Et les solutions de facilité, c'est vas-y, 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 d'accord? Qui sont tellement plus simples, mais qui à terme ne sont pas bonnes. Il ne saura plus gérer cette frustration. Quand vous avez un ado qui vous dit, quand il est en plein dans la carne, pardonnez-moi l'expression, il vous dit, pourquoi mon père ne m'a jamais dit non? Vous imaginez? Pourquoi il ne m'a jamais dit non? Je n'y arrive pas, je voudrais, je ne sais pas ce que ça veut dire résister. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à ça. Ils n'arrivent pas à résister au portable, ils n'arrivent pas. Trop attractif, mais pourquoi? Non, mais ça va, mais c'est pas grave. Mais les pauvres, ça va les traumatiser. On ne t'a pas demandé d'être un garde chiot. Oui, ça les traumatise si tu leur imposes pour te faire exister. Oui, ça les traumatise si tu le fais que quand ça t'arrange. Oui, ça te traumatise si en effet c'est un rapport de force pour toi. Mais si c'est fait dans cet état d'esprit-là, dans lequel tu acceptes la difficulté que l'enfant a de se soumettre à la règle, ce qui est normal, les choses seront radicalement différentes. Or, on construit quelque chose chez l'enfant. On n'est pas juste dans la gestion de la maison. On n'est pas juste dans la gestion technique. On est en train de construire quelque chose qui vont faire les adultes construits de demain. Et vous appartenez peut-être encore, vous, à la génération dans laquelle les parents ont eu le courage de mettre en place quand même et de tenir un certain nombre de règles. Et les univers dans lesquels ils ont oublié d'en mettre, si on s'en parle entre nous, si c'était à refaire, ça serait sûrement pas à refaire. Maintenant qu'on l'a fait, ça fait partie de notre histoire, on avance, on construit, next, il n'y a aucun problème. C'est aucun problème, parce que c'est comme ça qu'on construit. Voilà un petit peu quelques éléments. Alors, on commencera l'univers des règles très tôt. On dira à l'enfant, quand il n'est pas d'accord, je comprends. Enfin, pas nécessairement avec ces termes, bah ouais, je sais que ça ne te plaît pas, ouais, je sais que tu aimerais, ouais, je sais. C'est en deux mots, je suis pas dit, mais c'est en deux mots, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est là où, en effet, on va voir ce dernier point avant de passer à vos questions. Transgressez vous-même les règles, de temps à autre, pour que l'enfant ne voit pas dans ces règles une forme de rigidité. Transgresser la règle, c'est quoi? C'est un soir, sans aucune raison, on décide qu'on va aller manger une pizza et boire un coca. Imaginez deux choses. Un, on sort de la maison, c'est en semaine, demain matin, l'école. Non seulement on a une pizza, mais on a même un coca. Enfin, coca, le soir, ce n'est pas recommandé. Vraiment, c'est ou pizza ou coca, on peut exagérer. Pizza et coca. Oh! Et pour rien. Pas parce que maman, elle ne voulait pas faire le repas. Non. Parce que si l'enfant, il entend que, ah tiens, j'ai rien eu le temps de préparer, on va commander, bon, il n'y a rien de mal. Mais en deux mots, que de temps à autre, il voit qu'on est capable de leur dire, non, mais reste avec nous. Viens, reste, viens, il est l'heure de que j'ai, viens t'installer, viens, on va discuter. Voilà. Ah tiens. Et là, brusquement, il se dit, bon, ben, au fond, c'est pas rigide ici, c'est structuré. C'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes en vacances, gardez les règles. Parce qu'il ne faut pas que ce soit le cadre nouveau. Je me rappelle, nos enfants disaient, ah, c'est pas normal, regarde les autres, à 11h du soir, ils sont encore dans les couloirs et nous, à 8h30, 9h. Ben ouais. Mais d'un autre côté, quand à 11h du soir, on les sortait du lit pour partir en voiture, aller explorer les étoiles, ils aimaient bien. Quand vous allez leur faire des trucs un peu complètement délirants et hors la loi, comme par exemple les amener sur des routes et transgresser les règles en leur faisant conduire la voiture alors qu'ils ont 12 ans sur vos genoux, sur des routes bien sûr dangereuses, sur un parking, etc. Parce que comme c'est enregistré, j'ai très peur. Et c'est vrai. Tiens, ils se rendent compte qu'au fond, il n'y a pas de rigidité. On n'est pas dans la rigidité. Que de temps à autre, c'est toi qui leur amènes le bonbon, sans qu'ils te l'aient demandé. Qu'ils se rendent bien compte que on n'est pas rigide. Lorsque l'enfant réalise qu'il n'y a pas de rigidité, qu'il y a un désir de lui faire plaisir, même en sortant de la règle, il perçoit la traduction négative qu'il pourrait faire de la règle qui est là pour l'embêter, il ne l'a plus. Parce que vous lui avez prouvé de manière concrète qu'au fond, elles étaient là parce qu'elles sont nécessaires et non pas parce qu'il y a quelque chose de négatif à l'intérieur d'elles et que cette dimension négative voudrait la mettre en place, enfin, ce qui serait complètement ridicule. Voilà, ici quelques pistes de réflexion. Comme vous voyez, c'est peut-être une autre manière
de poser, de prendre les choses. À vous, dans vos couples respectifs, de savoir définir quelles règles et à quel moment. Et un exemple très simple, l'enfant est au GAN 3, il va aller l'année prochaine en CP, vous allez réaliser que c'est un enfant qui est dans le mouvement, vous pouvez déjà commencer à installer la règle du rapport au sommeil, qui cette année pouvait être plus détendue parce que ce n'est pas grave s'il ne va pas au GAN un matin, parce que vous préparez déjà l'année prochaine dans laquelle ça va être nécessaire. Ce n'est pas inintéressant de travailler en amont et de se parler de l'observation que l'on a l'un de l'autre par rapport à l'enfant et d'échanger, de réaliser que parfois on n'est pas du tout d'accord, Mazal Tov, donc ça veut dire qu'on est un couple normal, on a le droit de ne pas être d'accord, et d'essayer de trouver ensemble notre solution. D'après toi, vers quelle heure il faudrait qu'on essaie de les coucher? Mais toi, tu rentres tard. Pourquoi? C'est parce que le mari veut rentrer tard, parce qu'il a une profession qui fait que techniquement parlant, il ne peut pas rentrer. Je ne vois pas des réunions qui s'organisent à 6 heures du soir. Ou là, à un moment, il faut être capable de dire aux gens, non, à 6 heures du soir, il n'y a pas de réunion. Sauf bien sûr, il peut exister en 2 mots, non. Non, réunion, c'est dans l'après-midi, c'est le matin. Maintenant, tes dentistes et tes clients, ils arrivent à partir de 17 heures, c'est plus compliqué. D'accord? Mais imaginons voilà, qu'on est dans cette posture-là. Ben, comment on fait pour que tu aies du temps qualitatif avec l'enfant, même si ce n'est pas du temps quantitatif? Et quand on les couche beaucoup plus tôt le soir, le matin, toi, peut-être, tu peux les voir pendant une demi-heure. Enfin, il y a plein de manières de s'organiser, mais de poser la problématique ensemble. On est ensemble. On accepte une réalité. On a un regard bienveillant l'un sur l'autre en se disant l'autre voudrait sûrement faire différemment, mais il ne peut pas pour l'instant. Et on ne va pas dire qu'on va enlever le mot peut et mettre à la place le mot veut. On va garder pour l'instant l'idée que quand on dit peut pas, c'est vraiment il peut pas et pas il veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Parce que dire on va les laisser dormir beaucoup plus tard pour que tu puisses les voir, c'est très sympa, mais c'est bon pour personne. D'abord pour le père qui se sent coupable d'arriver tard et de voir les enfants tard, pour les enfants qui vont déguster, et pour la mère qui se sent coupable que le mari ne les voit pas, mais qui se rend bien compte que ce n'est pas bon, mais elle n'ose pas le lui dire parce qu'elle sait très bien qu'en même temps, il ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais c'est un peu compliqué pour lui, donc on est dans une énorme mayonnaise. Tarles, personne n'est heureux. On a gagné rien. Rien. D'accord? Donc, j'arrive aux questions dans 30 secondes. Pardonnez-moi, je vais juste conclure. Non, je préfère justement d'abord finir après passer aux questions. Donc, voilà ici un des exemples, un exemple extrêmement concret. À partir de là, bienvenue au club. Des parents qui allons faire des erreurs comme tout le monde, qui allons nous retrouver parfois face à des difficultés comme tout le monde, mais peut-être avec ces quelques idées qu'on essaie de partager, on aura des pistes pour essayer de faire les choses le moins mal possible. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, nous allons passer, donc si vous voulez bien, à vos questions. À vous les questions. Est-ce que si on veut les coucher tôt, pour leur bien-être, mais aussi parce qu'on a envie d'avoir une soirée tôt, tranquille, pour préparer à manger pour son mari, pour regarder. Son mari rentre tard, mais ça veut dire une part des goûts, c'est quelque part. Est-ce que un enfant, d'abord, sachez que les enfants, quand ils sont petits, je vous en supplie, ils ont besoin de sommeil. Les gens souvent disent, ah là là, mais certains enfants, on les voit, ils sont très bons à l'école, comme ils sont intelligents, comme on ne fait rien du tout. Mais il y a des enfants plus brillants que d'autres, c'est vrai. Mais un enfant qui a 7h30 le soir d'or et se réveille le matin, à 7h du matin, il s'est fait ses 12 heures de sommeil, je vous assure que la tête est bien ouverte pour fonctionner. Et là-dessus. Lui, il ne ressent pas le fait que ce soit pour moi aussi. Parce que moi, mais évidemment, quand ils sont couchés tôt, ça vous donne aussi un réel bénéfice. Mais à la base, et si vous voulez vraiment pour vous, vous dites ce soir, il faut que vous couchiez tôt parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai besoin que vous alliez au lit tôt, mais vous pourrez par contre, si vous voulez, le dire pendant une demi-heure, mais dans votre lit. OK? Vous annoncez la couleur. Vous avez le droit. J'ai le droit d'avoir des besoins. Mais le bénéfice indirect, les bénéfices collatéraux, ils sont là. Mais ce n'est pas ça la raison première. La raison première, c'est parce que c'est important, même ne serait-ce qu'au niveau. Regardez, j'adore raconter cette histoire fausse, mais que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une maman qui rentre chez elle à la maison le soir. Et ses enfants l'attendent désespérément. Et maman, elle n'est pas encore là. Et maman, elle arrive. Et maman, qu'est-ce qu'ils sont contents? Et qu'est-ce que maman fait? Elle dit un instant, les enfants. Elle rentre dans la cuisine et elle s'enferme. Et elle est là-bas une demi-heure.
Nous, on a une caméra et on va voir ce qu'elle fait. Alors, les gens très romantiques disent, elle est exceptionnelle, elle est en train de leur préparer un super repas. Et ceux qui regardent la caméra vont voir pas du tout la même chose. Elle se pose, elle se fait chauffer de l'eau, elle se fait un thé, elle prend, pour les Alsaciens, un Ziemenkuchen, pour les Tunisiens, un boulot, pour les autres, je ne connais pas, mais enfin, d'accord, on s'appelle aussi entre les deux. Elle prend une revue, mais de tricot, hein, ou scientifique, ce que vous voulez, mais pas sur l'éducation des enfants ou un Dvar Torah. Non, 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 non. Et elle est à une demi-heure, elle sirote son thé, elle mange son petit gâteau, elle lit. Et au bout d'une demi-heure, elle sort, nous scandaliser, mère indigne. Ils ont dit, maman, qu'est-ce que tu faisais dans la cuisine? Vous savez ce qu'elle leur répond? Je vous fabriquais une maman. Je vous fabriquais une maman. Pourquoi vous les mettez tôt? Pour être une vraie épouse et pour être une vraie maman, parce que vous êtes un être humain. Et un être humain, il a besoin de temps à autre de repos, de se vider la tête, de se trouver avec lui-même. C'est tout. Si nous, les hommes, on était capables de faire la même chose, c'est-à-dire de récupérer tout le temps qu'on passe sur nos portables pour s'occuper un peu plus de nous, pour pouvoir par la suite se retrouver dans un état d'esprit sympathique en rentrant à la maison, ça serait génial. On a le droit j'ai besoin de sortir une demi-heure. Pourquoi? Pour me retrouver avec moi-même, pour être un vrai mari, ou alors le coup de la sieste vendredi après-midi, un quart d'heure. Moi, je connais des gens, et les gens peuvent voir ça, mais vendredi soir, il va falloir que je sois là. En fin de semaine, fatigue accumulée, bon repas, même ne serait-ce qu'un seul verre de vin, vous êtes des êtres humains normaux. On n'est pas des malachim. Et tant qu'il n'y a pas, quand il y a le repas, quand il y a le regard de la belle-mère ou des parents, alors on trouve des ressources insoupçonnées à l'intérieur de nous, comme dans les dernières étapes du Tour de France. Mais quand ils ne sont pas là, on ne va pas puiser la ressource. C'est quoi la lecture qu'une femme peut faire de ça? Pas simple. Idem pour les enfants. Alors qu'en vérité, il n'y a rien de mauvais. Si ce n'est qu'on est un être humain. Tu sais que tu fonctionnes comme ça? Organise-toi pour dormir un quart d'heure. Ou prends un triple café avant. Et toi qui as vu les triples cafés ou la sieste de 10 minutes avant, dis, j'apprécie énormément que tu te prépares à être présent vendredi soir à table. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Parce que si vous ne le dites pas, on n'a peut-être pas envie de le refaire. Ça, c'est le genre de choses. Donc, à un moment, bien sûr, pour moi aussi, j'en ai besoin. Mais les bénéfices collatéraux, c'est qui? C'est les autres. Vous le savez très bien. Les bénéfices collatéraux de ce que l'on s'apporte sont censés rejaillir sur l'univers dans lequel on se trouve. Et donc, de toute façon, il n'y a rien d'égoïste. Strictement rien. Autre question? Les enfants, les limites, c'est à partir de quel âge? On commence les limites très tôt, c'est-à-dire à partir de 1 an et demi, à travers les appels au secours faux du bébé qui veut qu'on vienne. Ça veut dire que quand ils sont nourrissons, certains ne partagent pas cet avis. Les nourrissons, on est là en réponse à leur demande. Même si la belle-mère est dit laisse-le pleurer, ça lui fera la gorge. On ne sait pas. Pas parce que le pauvre reste de shalom, hein, parce que c'est la vie du nourrisson, c'est une vie sympathique, mais un peu compliquée, quoi. On ne sait pas toujours comment. Parfois, il a juste besoin d'une présence, d'un câlin, ils peuvent avoir un truc. Donc, on est là. À partir de 12 mois, non, comme ça, là, c'est peut-être pas toujours juste. Parfois, je me sens un peu seul, j'ai besoin d'un peu de compagnie, d'accord? Et les parents ont appris à repérer la différence entre les pleurs et les pleurs et les pleurs. Là, c'est le moment dans lequel on lui dit qu'on est bien d'accord, mais que ce n'est pas tout de suite. Pourquoi? Pour le jour où il va débarquer dans notre lit à 3 h du matin, il expliquait très gentiment qu'il est bien sympathique, mais il a un lit et une chambre. D'accord? Parce que vous avez dit bien gentil de s'immiscer dans le lit conjugal, mais non en même temps. Parfois, on craque. C'est très rare, on peut craquer, on est tellement épuisé, allez, vas-y, dors. D'accord? Mais si c'est systématique, le pauvre, il faut qu'il apprenne qu'il a une vie et nous, on a une autre vie. Ça c'est déjà les cadres. Mais toujours, je sais que tu en reviens. Je préfère rester une demi-heure près de son lit dans sa chambre alors qu'il est là en train de d'accord? Les fameuses techniques de la scie, je vais dormir, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, plutôt que de choisir la solution de facilité qu'il est dans notre lit. Pourquoi? Vous travaillez à terme. On a le droit, comme tout le monde, de craquer. Nous ne sommes pas des malachim, d'accord? Donc on a le droit de craquer comme on voit qu'ils vont faire des bêtises,
qu'on va être en voyage, ça va mal se passer, on a le droit, avant qu'ils nous le demandent, de leur dire, les enfants, vous savez, vous allez avoir droit, il y a des chips, des bombas et même des canettes de coca. Attendez jamais qu'ils vous demandent. Proposez-leur avant, si de toute façon, vous allez craquer. Comme ça, au moins, c'est vu comme un cadeau et pas comme un dû. C'est dommage. Le gosse, il va te demander, tu vas craquer. Tu sais que tu vas lui donner parce que tu n'as pas envie de te battre. Mais on n'attend pas qu'il te demande, espèce d'idiot. Propose-le avant. Parce que ça, il va te le demander. Comme c'est dit, ouais, ils sont gentils, mes parents. Plutôt, bon, ben, j'aurais demandé, ils m'ont donné. Non. C'est ce genre de petits trucs un peu bêtes, mais ça change beaucoup. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de cet âge-là où l'univers des règles, il se met en place. Et après, ça continue au fur et à mesure, c'est adapté. D'accord ? Par exemple, ranger ses affaires, ça va être d'abord juste, tu mets tes 2 chaussettes ici, ça s'arrête là. C'est pas va dans le bac à linge. C'est rassemble les jouets, pas commencer à les ranger. Ou alors, les jouets qui sont dans la salle à manger, tu les ramènes. Il faut adapter par rapport à eux. Et au fur et à mesure, on amène. Laissez-leur faire ce qu'ils doivent faire à leur âge. À quel moment ils vont manger avec les doigts? Ils ne vont pas manger en tant qu'adultes, ça fait une pizza ou une cuisse de poulet, pas ensemble. Donc, concrètement, mais manger avec ses doigts, mais Ribbono Shalom, il faut bien qu'il le fasse une fois dans sa vie. Il te met du ketchup et du machin, il t'en met partout sur la tête. Mais attends, c'est maintenant qu'on va le faire, ce truc-là. Sinon, c'est quand? Il y a des choses, c'est le temps et tout va bien. Je vous garantis qu'on s'est tous mis, moi je me rappelle un de mes frères, un jour, c'est génial, ma mère rentrait à la maison, il avait vidé consciencieusement tout le réfrigérateur, c'est-à-dire il avait mis du lait par terre, il avait cassé des œufs, il s'était mis en petite culotte, il était couché et il disait je nage. Vous croyez qu'il refait ça aujourd'hui? Pas du tout. Donc vous angoissez pas. Hein. Le gamin qui s'en est mis plein partout, je vous garantis que dans quelques années, au contraire, si la chemise elle a une petite tache de ketchup, maman, il faut que tu me changes ma chemise, elle est sale, machin, etc. Donc tout ira bien. Mais on lui dit quand même. Vous éclatez de rire quand vous voyez ça. Ça vous fait rire, c'est sympa. Eh bien, dis-moi, c'est génial comment tu t'es mis tout ça. On voit à peine tes yeux. Allez, viens sous la douche. Mais oui, mais attendez, mais c'est l'âge. Et évidemment, il a fait quand il avait le nouveau t-shirt. Sinon, c'est pas rigolo. Ouais, attendez. Généralement, c'est à ce moment-là qu'ils le font. Sinon, c'est pas rigolo. On est en théorie, en pratique, parfois, on craque. C'est normal, on est des êtres humains. Mais tout dépend dans quelle perspective vous voyez ça. Regardez, si vous voyez ça dans un film, vous rigolez. Pourquoi quand ça se passe à la maison, on ne rit pas? C'est marrant, hein? On est les acteurs. Voilà. Mais c'est intéressant. Mais concrètement, tu es d'accord, c'est marrant. L'idée, c'est de t'observer. Et quand tu t'observes, à ce moment-là, tu vas plus. C'est la théorie. En pratique, on n'y arrive pas toujours, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Et si monsieur voit que madame craque ou madame voit que monsieur craque, ne lui faites jamais de reproche. Parce que vous avez face à vous un être humain qui, là, dans cette situation, n'a pas réussi. Mais regarde, dans ce cas-là, bon, la gestion des crises de couple par rapport à l'éducation, ça sera un autre sujet. Autre question? L'âge, à partir de quel âge? Je sais pas. Merci. Parce que vous dites qu'on ne doit pas expliquer quand on est non à l'enfant. Jusqu'à quel âge on explique pas? Alors, je vais traduire un mot. On ne justifie pas. On ne justifie pas. C'est-à-dire, je ne dis pas, parce que je reprends le coup de se brosser les dents. D'accord? Il dit, tu comprends, c'est très important de se brosser les dents parce que si tu ne te les brosses pas, après tu peux avoir des caries et c'est dommage. Ça, c'est lui donner une explication. Il doit savoir qu'en effet, ce sont des choses qui ont une importance. Mais il ne faut pas que ça soit une justification. Tu dis, mais arrête, sinon tu vas avoir des trucs, des caries, ça va te faire mal. Non. Je t'ai donné des informations pour que tu saches que ce qu'on te fait faire, c'est pas stam comme ça, des choses idiotes. Donc tu es au courant, je te fais ta culture G. D'accord? Et après, pourquoi tu dois le faire? Parce qu'il faut le faire. Et maintenant, toi, tu as une info qu'en plus, c'est bien ce truc-là. Maintenant, si tu as décidé que ce que l'on considère comme étant bien, c'est pas bien, c'est ton problème. Mais de toute façon, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se justifier. En fait, à n'importe quel âge. C'est-à-dire, c'est comme quand vous demandez de l'argent à quelqu'un. Le rabbin, il demande de l'argent. Pourquoi vous me demandez? Parce que tu dois donner. Maintenant, je vais te dire qu'en donnant, tu permets à des gens d'avoir à manger, etc., etc., etc. Mais d'abord, il y a une règle. C'est que dans la vie, tu dois donner ton masseur, tu le donnes, point barre. C'est comme ça.
Il y a une règle, le maaser, on le donne. Maintenant, tu as envie de comprendre, je vais t'expliquer. Parce que sinon, il a dit, oui, mais en vérité, mais si on leur donne, alors après, ils vont croire que peut-être, et la dépendance, Ok, c'est un deuxième problème. La même chose. Donc, donner des explications pour que l'enfant sache que derrière chaque chose, il y a du sens, oui. Mais il ne faut pas dire, et donc, comme cette explication est là, tu dois m'obéir. Non, tu dois obéir parce que c'est la règle. Et souvent, l'enfant, il va comprendre que, c'est pas, que la règle est intelligente. Donc, il va y adhérer. Mais est-ce que j'étais justement... C'est pas. Sa question, c'était à quel âge, attention. Non, mais pas la question de ça à quel âge. La question, c'était tout à l'heure. Mais dans l'idée aussi, la justification, explication, la différence. C'est pas du tout la même chose. Quand je vous donne une explication, moi, je donne une explication une fois qu'il y a d'abord eu acceptation. D'abord, je te le dis, tu le fais, oui. Maintenant, tu veux que je t'explique pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, tu le fais parce que je t'ai demandé. C'est comme dans une boîte. D'abord, je vous ai demandé de le faire, vous le faites. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé de le faire. Maintenant, on va se poser, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est sûr, certain que si ça ne l'est pas et que je te dis que ça l'est, là, il y a un problème. Mais si on commence à dire, je justifie ma demande de par l'importance que la chose a, l'autre, il peut dire, mais moi, je trouve que ce n'est pas si important que ça. Et quand l'enfant, il nous dit non, quand on explique et qu'il dit non, quand on dit tu le fais et qu'il dit non à 3 ans, par exemple. Jusqu'à quel point on continue de lui dire. Et ça dépend quoi? Non, par exemple, se brosser les dents au hasard, c'est pas. On dit les enfants, il est l'heure de se brosser les dents, et pas les je veux que tu aies te brosser les dents. C'est le moins possible dans la relation du jeu au tu. Il faut, c'est la règle. Quand un enfant qui parle mal, dis-moi, depuis quand un enfant parle de cette manière? Et bien, je ne veux pas quand tu veux, parle de cette manière. Non. Depuis quand on parle de cette manière? C'est assez en deux mots, j'ai compris là. C'est pas je ne veux pas que tu. Parce que là, c'est je et tu, génial, il y a du combat à faire. Personne en revient à nous, c'est revient là. Ouais. C'est comme ça. La Torah interdit à un enfant de parler de cette manière à ses parents, c'est comme ça. D'accord? Et on est dans un univers de règles. Donc là, c'est le moins possible dans le jeu. Et un enfant dit, je ne veux pas. Du écoute, tu as le droit de ne pas vouloir, mais ce n'est pas grave, tu vas le faire quand même. Tu as le droit de ne pas vouloir. Et c'est là où, en effet, il comprend qu'il y a un rapport d'autorité. Mais ce rapport d'autorité, vous le faites pourquoi? Parce que c'est important pour lui. Comme c'est important pour lui, en vérité, c'est l'expression de votre amour. Donc il le sait. Mais lui, ça n'intéresse pas. Je comprends, il préfère jouer. C'est normal, quoi. Il ne voit pas l'intérêt. Et donc, à partir de là, maintenant, sachez que de temps en temps, vous pouvez faire des entorses. Par exemple, la douche obligatoire. Oui, en été, généralement, on prend une douche. En hiver, quand l'enfant n'a pas couru et joué toute la journée, s'il va dormir sans douche, tout va bien. Ce n'est pas grave. Je vous garantis. Donc là, j'ai pas envie de prendre ma douche. J'ai pas l'impression que tu as beaucoup couru, etc. Quand tu te sens bien comme ça, juste, ouais, non, vas-y, tu peux dormir. Voilà, tout va bien. C'est-à-dire, c'est un moment, c'est j'accepte de temps à autre la règle, on peut faire des parenthèses. D'accord? Non, mais je te promets que je ferai, etc. Vraiment, tu me promets que si ce soir, ceci, demain soir, oui, vraiment, ça te ferait vraiment plaisir? Oui, alors si ça te ferait vraiment plaisir, je suis d'accord ce soir, exceptionnellement de te permettre. Comprenez? C'est-à-dire, c'est en deux mots, règle ne veut pas dire rigidité, jamais. Du coup, ça génère un autre problème quand on a plusieurs enfants. Quoi. Ah, Mazel Tov, ça c'est un autre cours. Non, mais c'est un autre cours. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un autre cours. Je ne rentre pas dedans, volontairement. C'est une règle que j'ai fixée dans mes cours. C'est qu'il y a des sujets qui sont suffisamment importants pour que je ne commence pas à les aborder, parce que sinon, ça serait faire injure à votre question presque. Oui, là, c'est encore autre chose. Et que faire si face à un non, il se met en colère, l'enfant? Il y a une phase de colère et il est en colère. C'est-à-dire qu'il n'entend plus rien, il hurle. Comment vous faites quand votre conjoint, pas chez vous, comment vous faites quand votre conjoint se met en colère? C'est quoi les mots que vous dites? Les mots qu'on dit à son conjoint quand il se met en colère, c'est eh ben, j'ai l'impression que ce qui vient de se passer t'a beaucoup touché de la manière dont tu réagis. Et j'ai l'impression que ce que j'ai dû te dire a dû beaucoup te toucher. Et j'en suis désolé. Ça, c'est pour le conjoint avec lequel on dit j'en suis désolé. À l'enfant, non. Sauf si c'est nous qui avons fait quelque chose de mal vis-à-vis de lui. Eh bien, j'ai l'impression que tu n'es vraiment pas content. C'est-à-dire, dites-lui, ta colère, je la décrypte et je la mets en mots. Parce que le but, au fond, c'est quoi? C'est de mettre en mots. Les colères dans les couples, c'est quoi? C'est des mots qu'on n'arrive pas à dire. C'est des mots qu'on n'arrive pas à dire.
On règle les colères qu'on arrive à mettre en mots des choses. Les décibels sont autant de mots qu'on n'a pas réussi à exprimer. L'enfant aussi, vous allez l'aider à mettre en mots. Donc, vous, c'est vous qui parlez à sa place. Bien, j'ai l'impression que ce que tu as fait ta petite sœur, vraiment ne te plaît pas beaucoup de la manière dont tu réagis. Moi, je vous le fais comme ça, en soft, mais c'est ce concept-là. Accueillir la colère de l'enfant et montrer qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et j'ai l'impression que ça ne te plaît pas du tout que ce que je viens de te dire, etc. Et si, c'est la règle, mais c'est comme ça. Mais je comprends bien que... Et après, évidemment, c'est intéressant de voir si c'est systématiquement des colères sur certaines choses. Quelle est la traduction que l'enfant fait de la règle que vous lui mettez en place dans sa vie? Est-ce que là, il y a des problématiques de jalousie par rapport à d'autres? Est-ce que c'est autre chose qu'il veut vous dire? Là, il va falloir commencer à réfléchir à deux en couple. D'accord? Excuse-moi, mais un enfant d'un an qui réclame les bras sans cesse, sachant qu'il a deux petits frères et sœurs, sûrement peut-être de la jalousie ou quoi, mais il y a un moment où on doit dire stop. Est-ce qu'on a le droit de punir quand il veut les bras sans cesse Vous ne punissez pas. Vous dites, je sais que tu en... Oui, alors à vous de gérer ça c'est la gestion, c'est à vous d'évaluer. Mais à un moment, il faut dire, mon chéri, je sais, j'aimerais beaucoup te prendre dans mes bras, j'aime beaucoup te tenir dans mes bras, mais là, je ne peux pas. Gros bisous. Il hurle, je sais que tu n'es pas content, gros bisous. Et vous lui mettez la main sur la tête, etc. Vous gardez un petit contact tactile avec lui, mais c'est comme ça. Et il tente, hein, vous savez, avant, moi, à 6 mois, ça venait. À 12 mois, ça ne vient plus. Qu'est-ce que je fais? J'augmente les décibels. Je ne vais pas le faire pour parer les enfants s'ils dorment. Pourquoi? Ça ne marche pas, j'augmente la sono. Si quand j'augmente la sono, ça marche, génial, j'ai juste compris que c'est un problème de sono. Donc, on n'a rien arrangé. Donc, il y a le moment dans lequel il va falloir supporter. Non, c'est sûr, mais ce n'est pas simple, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a les autres, etc. Mais au fur et à mesure, les enfants comprennent. Et ils ne sont pas traumatisés, parce que vous ne le faites pas contre eux. Bien sûr qu'ils auraient apprécié autre chose. C'est beaucoup plus agréable d'être dans les bras de sa mère, hein, je peux vous le garantir. C'est comme dehors. Et quand on avait avec eux pour la première fois la synagogue Shabbat, et qu'ils décident de s'asseoir au milieu de la rue. Alors, quand ils s'assoient sur le trottoir, ça va encore, mais quand on traverse, j'ai quelques souvenirs sympathiques. Et là, le gosse, il sait que Shabbat, on ne peut pas porter. Il dit, la zone test. Là, tu t'arrêtes à côté, tu dis, je ne peux pas te prendre, mais j'aimerais beaucoup. Mais je ne peux pas. Mais j'aimerais beaucoup. Et il se dit, bon, c'est déjà pas mal, il aimerait. Souvent, il se lève, il part, il marche. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation, c'est extraordinaire. C'est bienvenue au club des parents normaux et des enfants normaux. C'est ça. Les gens, ils sont là, ils paniquent. Mais non, c'est la réalité de nos vies à chacun et à chacune d'entre nous. Ok, je vous remercie pour votre écoute. On va avoir le cours sur les mots. Pourquoi? Parce que ce matin, il y a 26 enfants. C'est que pour les femmes.